Il existe une légende selon laquelle une pierre mystique aurait été conçue par les frères Lumière dans les laves de la planète Volvark. Cette pierre aurait le pouvoir d'absorber toutes les connaissances cinématographiques au fil des décennies. Celui qui la posséderait deviendrait alors le cinéphile ultime. Conscients de son immense pouvoir, les frères Lumière ont alors décidé de le cacher sur une planète aux confins de l'univers. Quand le cinéma est devenu un art galactique, les cinéphiles, chasseurs de primes et dirigeants de tout l'univers, se sont mis à la recherche de cette pierre. Une quête pour le savoir, pour l'amour du 7e art, mais aussi pour l'argent débuta. Car qui dit relique, dit forcément grosse somme d'argent à la clé. Et ouais, vous croyez quoi? Palais royal abandonné de Kandar sur la planète Calypso 21. Eh ben, je pensais pas que ce serait si facile. Vous ne devriez pas crier victoire si vite. Vous n'avez pas encore récupéré la pierre de la connaissance cinématographique et vous n'êtes pas non plus sur le vaisseau en sécurité. T'angoisses pas, mon vieux, on assure là. J'ai déjoué tous les pièges, résolu toutes les énigmes, reste juste ce petit coffre à déverrouiller. Mais généralement, ça finit jamais bien pour nous. Sois pas rabat-joie et sois plutôt heureux que tout se déroule sans accroc pour une fois. La chance tourne en notre faveur. Profite. Vous avez sûrement raison, monsieur. Dites-moi, la sortie d'Avengers Infinity War approche à grands pas. Vous devez être super excité, non? À ce niveau-là, c'est plus de l'excitation, Vic. Je ne tiens plus en place. D'ailleurs, pendant que j'essaie de déchiffrer la combinaison de ce satané coffre, je vais te raconter une petite histoire. Le Marvel Cinematic Universe, la genèse d'un incroyable projet. Nous sommes le 23 juillet 2006 à San Diego, en Californie. Des milliers de geeks venus de tout le pays et du reste du monde se pressent dans les halls de la célèbre convention, la San Diego Comic-Con. Depuis sa création en 1996, Marvel Studios vient présenter ses propres projets. Car jusqu'à présent, on parlait de Marvel pour les licences qu'elle développait en collaboration avec d'autres studios comme la Fox et ses X-Men ou Sony et son fidèle serviteur Spider-Man. Mais désormais, Marvel a son propre studio et le patron, à l'époque Avi Arad, est venu évoquer ses ambitions et les longs métrages qui inonderont les salles de cinéma dans les prochaines années grâce à un prêt de 525 millions de dollars gentiment accordé par les banques. Comme quoi, les banques savent parfois investir intelligemment. Et c'est dans une minuscule salle de la convention, nommée la Room 6 CDEF, qu'environ 2000 fans découvrent les premières images d'Iron Man qui sortira 2 ans plus tard et sera la pierre angulaire du Marvel Cinematic Universe, MCU en abrégé. On y parle aussi de l'incroyable Hulk que met en scène le réalisateur français Louis Leterrier, d'un minuscule super-héros, Ant-Man, développé par le cinéaste britannique Edgar Wright, mais également de Captain America, Thor et un film Nick Fury qui ne verra jamais le jour. Alors qu'il connaît une période très noire, Robert Downey Jr. fait l'unanimité dans le rôle de Tony Stark, alias Iron Man, rôle qui sera une renaissance pour l'acteur. Les fans de comics sont donc aux anges. Ils assistent en direct aux prémices de la plus grande saga cinématographique jamais créée au cinéma. Puis vint le moment des questions-réponses et un jeune inconnu s'avance face à la foule. Cet homme, c'est Kevin Feige, architecte du Marvel Cinematic Universe et désormais actuel patron de Marvel Studios. Et lorsqu'on lui demande si un crossover avec les personnages Marvel est envisageable, ce dernier répond avec un large sourire: si vous réfléchissez aux personnages que j'ai nommés, sur lesquels nous travaillons en ce moment, et si vous les mettez ensemble, ce n'est pas un hasard si cela pourrait un jour mener aux Avengers. Je vous laisse imaginer l'ambiance de la salle à ce moment précis. La suite, vous la connaissez comme moi. 10 ans et 18 productions à succès plus tard, Marvel Studios rejoint le club très fermé des gros studios hollywoodiens. Jalousé, tout le monde souhaite désormais créer son propre univers partagé, quel que soit le genre, mais seul Marvel Studios culmine au sommet, gardant précieusement leur formule magique. Avec une rigueur maîtrisée et l'ambition d'un Kevin Feige inarrêtable, il surpasse aujourd'hui de très loin la Warner Bros et DC Comics, ainsi que la Fox et Universal, dont l'univers partagé autour des monstres classiques du cinéma a coupé court.
Les anecdotes du MCU. Tiens. Mais ce serait pas le capitaine Cinemax en chair et en os? Vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On se calme. Depuis quand on braque les gens de cette façon? C'est la jeunesse d'aujourd'hui, ça. Impulsif, hein? On dégaine avant de parler. Excusez-moi, vous êtes? Celui qui voudrait obtenir ce que t'as dans la main. Alors sois gentil, petit, et coopère. Je ne pense pas que vous soyez en position d'exiger quoi que ce soit. Je braque mon flingue sur vous. Eh mais, attendez une seconde. Cette voix, c'est... Pirate de l'espace Kruger. Mais tu me connais sous un autre nom. Réfléchis un peu. Parlez un peu pour voir. Tu vas regretter d'avoir tué mon père et cassé mon Walkman. Le légendaire. Lui-même! Je suis fan. Vous êtes un exemple, une sorte de modèle pour moi. J'ai rarement vu des fans braquer leurs idoles avec une arme, mais j'imagine que c'est une manière originale d'avouer son amour. Ouais, excusez-moi, déformation professionnelle. J'en reviens pas. Ah, tu vas t'en remettre. Vous avez sauvé la galaxie combien de fois déjà? 2, 3 fois? Admirable, vraiment. Ils sont où vos petits copains d'ailleurs? Tu veux dire Gamora, Drax, Rocket et Groot? Non, pour l'instant je suis tout seul. Le temps que le réalisateur James Gunn et le président Kevin Feige statuent sur mon sort. Quoi? Vous êtes pas sûr de rester en vie? Ah, face à Thanos, si, vu que les Gardiens de la Galaxie 3 étaient confirmés par Marvel Studios, et que je suis dedans. Ah, pour la suite, rien n'est moins sûr, effectivement. Bon, cette discussion fut des plus passionnantes et j'ai été ravi de vous rencontrer. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Au plaisir de vous revoir un jour, monsieur Lord. Vic, téléportation. La trilogie Iron Man. 1. Iron Man sans Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. et Tony Stark. Si aujourd'hui cela sonne comme une évidence, lors de la pré-production du film, Marvel était très loin de vouloir l'acteur dans la peau du super-héros en armure. En effet, les studios envisageaient plutôt Tom Cruise, Nicolas Cage, Clive Owen et même Sam Rockwell qui était d'ailleurs le favori. Les ex-addictions à la drogue et l'alcool de Robert Downey Jr. faisaient peur, mais c'est le réalisateur Jon Favreau qui a convaincu les producteurs qu'il était le seul à pouvoir comprendre le personnage de Tony Stark qui lui aussi a connu des addictions à l'alcool dans les comics. Un choix qu'ils ne doivent plus regretter. 2. Le méchant d'Iron Man 1. Avant qu'Obadiah Stane ne devienne le grand méchant d'Iron Man 1, dans les premiers brouillons du script, c'est le père de Tony Stark, Howard Stark, qui devait être le principal super vilain et dans l'armure de War Machine, rien que ça. 3. Monaco, nous voilà. Dans Iron Man 2, la scène où Tony Stark participe à une course de F1 a bel et bien été tournée dans la principauté de Monaco afin de donner une image de jet-setter international au personnage. Et d'ailleurs, si vous prêtez attention à la séquence dans l'espace VIP, vous remarquerez que l'homme échangeant furtivement quelques mots avec Pepper Potts et Tony Stark n'est autre que le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk. 4. En plein vol. Une des séquences phares d'Iron Man 3 est celle où le super-héros doit rattraper en plein vol 13 personnes tombant d'Air Force One. Pour réaliser cette scène, il aura fallu 10 jours et près de 630 sauts en parachute. La trilogie Captain America. 1. Un héros tout maigrichon. Au début de Captain America The First Avengers, le personnage de Steve Rogers pèse 45 kg. Pour transformer Chris Evans, Christopher Townsend a employé toute une palette d'effets spéciaux. Une doublure était également présente et devait regarder jouer Evans, puis reproduire sa gestuelle à l'identique. Ensuite, la tête et le corps étaient mixés grâce aux effets spéciaux. 2. Il était un petit navire. Au début de Captain America, le soldat de l'hiver, Steve Rogers et le Shield effectuent une mission sur un navire appelé le Lumerian Star. Ce bateau n'a pas été créé numériquement et n'a pas eu recours au fond vert puisqu'il s'agit d'un vrai navire, le Sea Launch Commander, un bâtiment de commande de lancement de 28 satellites arrimé à Long Beach, en Californie. C'est donc ici que toutes les scènes ont été tournées. Selon les réalisateurs, il s'agissait d'un moyen pour les spectateurs de s'immerger plus rapidement au cœur de l'action. 3. Un casting historique.
Captain America Civil War marquera l'arrivée au sein du Marvel Cinematic Universe de Spider-Man, dont les droits cinématographiques appartenaient auparavant à Sony. Et pour interpréter l'homme araignée, un casting géant a été organisé et ce n'est pas moins de 1500 comédiens qui seront alors castés. Le 30 mai 2015, il ne restera que 6 candidats. Le seul moyen de les départager est de leur faire passer des essais avec les 2 têtes d'affiche, Robert Downey Jr. alias Iron Man et Chris Evans alias Captain America. L'alchimie entre un certain Tom Holland et Robert Downey Jr. est immédiate. En juin 2015, le jeune comédien Tom Holland, âgé de 18 ans, décroche le rôle. Il succède alors à Tobey Maguire et Andrew Garfield. La trilogie Thor. 1. À la façon de Mike Tyson. Pas évident de se battre avec un marteau et pour une façon originale de s'en servir, Chris Hemsworth et le coordinateur des cascades Andy Armstrong se sont inspirés du style du boxeur Mike Tyson. Dans le premier opus donc, Thor devait se battre ainsi, des mouvements d'épaules et de hanches, une posture imposante, les pieds rivés au sol. 2. Ils sont complètement marteaux. Pour les besoins de Thor, le monde des ténèbres, une trentaine de modèles de marteaux ont été fabriqués, chacun avec des spécificités bien précises. Un modèle original sans les inscriptions mystiques, des modèles plus légers pour les scènes d'action, un modèle lumineux pour simuler la foudre et bien d'autres ont donc été nécessaires selon les séquences à tourner. Toujours pour Thor 2, Marvel Studios a spécialement créé une langue pour les elfes noirs, les antagonistes du film. Les acteurs Christopher Eggleston et Adewale Akinowe Abagye, les interprètes de Malekith et Algrim, ont dû apprendre cette langue avant le tournage jusqu'à ce qu'elle devienne leur nouvelle langue maternelle. 3. Un tournage animal. Le tournage de Thor Ragnarok s'est déroulé en grande partie en Australie et quelques reptiles et animaux se sont incrustés sur le tournage. Durant les prises de vue d'une séquence en extérieur dans les paysages sauvages du pays, un énorme python est tombé d'un arbre surplombant l'équipe du film. Heureusement, personne n'a été blessé et le serpent fut transféré en toute sécurité par un soigneur professionnel. Qui dit Australie dit kangourou. Dans les premières heures du matin, avant que les équipes techniques n'arrivent pour travailler, des kangourous sauvages se baladaient souvent dans les décors extérieurs d'Asgard et de Sakaar. Avengers. Rassemblement. Y aurait pas comme un loup? Si Mark Ruffalo double Hulk en motion capture, celui qui prête sa voix en VO au géant de jade n'est autre que Lou Ferrigno, l'interprète du super-héros dans la série L'Incroyable Hulk, diffusée de 1977 à 1982. Aux armes, citoyens. Pour la bataille finale se déroulant à New York, de vrais militaires ont participé au tournage. 25 membres de la 381e bataillon de police militaire basé dans l'Ohio sont venus prêter main forte aux super-héros, armés de mitrailleuses de calibre 50 et de leurs lance-grenades Mark 19. Et mine de rien, cela apporte un certain réalisme à cette incroyable séquence où les extraterrestres envahissent la ville. L'incroyable tour. La tour des Avengers dans l'ère d'Ultron est le plus grand décor jamais construit pour une production Marvel. Il aura fallu 3 mois de travaux pour en venir à bout. Les équipes ont même dû surélever certaines parties du plateau. Au total, près de 400 personnes ont travaillé chaque jour pour achever la tour dans les temps. Pour Avengers, l'ère d'Ultron, 80 décors ont été bâtis. Marvel Studios en quelques chiffres. Alors, vous allez en faire quoi de votre pierre maintenant? Ah, je sais pas trop, je suis plus vraiment sûr de vouloir l'utiliser. Sa place est dans un musée. C'est qui ça? Eh bien, le narrateur. Ouais, et je suis là pour vous rappeler à vos obligations, capitaine. Mais depuis quand les narrateurs interviennent comme ça quand ça leur chante? Et en volant les répliques à Indiana Jones en plus? C'est peut-être une nouvelle tendance narrative? Il va arrêter de dire des conneries, le robot, ou je le débranche. Hé, vous allez vous calmer, oui? Je ne vous paye pas pour intervenir dans mon émission et donner votre avis. Ah bon? Je suis payé? Il est payé? Ah, mais par pitié, laissez-moi réfléchir à la situation. Avoir cette pierre, c'était inattendu. Pour une fois que vous réussissez une quête, c'est sûr que ça doit être troublant. Vic, balance la suite de l'émission, sinon je vais péter une durite.
Marvel Studios, c'est à l'heure actuelle 18 productions, 5 courts-métrages pour un budget total de 3 260 millions de dollars. Les films ayant coûté le plus d'argent étant Avengers Infinity War et Avengers 4, dont les budgets avoisinent respectivement les 500 millions de dollars. Au box-office américain, les films Marvel Studios ont rapporté 5 911 millions et devraient atteindre les 8 milliards cette année avec Infinity War et Ant-Man and the Wasp. Au box-office mondial, Marvel Studios, c'est plus de 14 milliards de dollars de recettes, faisant du Marvel Cinematic Universe la première franchise la plus rentable du cinéma, derrière Harry Potter, 8,5 milliards, Star Wars, 8,3 milliards et la saga James Bond, 7 milliards. Sur 18 productions, 5 ont pour l'instant dépassé le milliard de dollars. Avengers, premier du nom, et sa suite Avengers, l'ère d'Ultron, Iron Man 3, Captain America Civil War et le tout récent Black Panther, sorti en février dernier. En France, 46 millions de tickets ont été vendus depuis le début du Marvel Cinematic Universe en 2008. Avengers 1 étant le film qui a attiré le plus de Français dans les salles avec 4,5 millions d'entrées. Iron Man 3 et Avengers, l'ère d'Ultron n'étant pas loin derrière avec un peu plus de 4,3 millions d'entrées chacun. Le MCU, c'est aussi 9 nominations aux Oscars et plus d'une centaine de prix remportés à travers le monde dans des cérémonies un peu moins prestigieuses ou connues du grand public comme les Teen Choice Awards, les People Choice Awards, les BAFTA Awards, les Saturn Awards ou encore les British Choice Awards. A noter également qu'Avengers Infinity War détient 2 records. Lors de la publication de la première bande-annonce d'Avengers Infinity War, celle-ci a été visionnée plus de 230 millions de fois par les internautes en 24 heures, un record jusqu'à la détenue par le film d'horreur Ça avec 197 millions de vues. Deuxième record, et on parle ici de prévente de billets. Selon le site de réservation en ligne Fango, le prochain volet des Avengers est donc le nouveau détenteur du record de prévente écoulé. Cependant, les chiffres n'ont pas encore été communiqués. Selon un sondage mené toujours par Fango, sur un échantillon représentatif de 1000 personnes, 87% ont vu tous les films précédents du MCU, 71% ont hâte de retrouver Black Panther qui cartonne en ce moment au cinéma, et 60% ont avoué que le roi du Wakanda les a convaincus d'aller suivre ses aventures dans Infinity War. Et transition toute trouvée, nous allons parler maintenant de Black Panther. Le phénomène Black Panther. Vous l'avez certainement tous vu au cinéma, le phénomène Black Panther est le détenteur de multiples records. En voici donc quelques-uns. Black Panther, c'est 462 millions de dollars récoltés en seulement une semaine dans le monde, un record pour un film des studios Marvel. Sur le sol américain, le film de Ryan Coogler a fait le second meilleur démarrage pour une production Marvel en amassant 202 millions de billets verts lors de son premier week-end d'ouverture, record toujours détenu par Avengers. Black Panther a donc à ce jour réalisé le 5e meilleur week-end d'ouverture de tous les temps. Le film est également devenu le 3e plus gros succès au box-office américain avec 665 millions de dollars récoltés et devance donc le Titanic de James Cameron. Reste Avatar et ses 760 millions et Star Wars, le réveil de la force, 963 millions de dollars à atteindre. En France, Black Panther a réuni 1 million de curieux en salle en seulement une semaine d'exploitation. À l'heure actuelle, le long métrage a été vu par 3,5 millions de personnes. Avengers Infinity War, c'est quoi ce film? Alors, vous avez décidé quoi? Je vais la donner à quelqu'un qui pourra la détruire. Vous voulez la détruire? Il est fou! Si on l'offre à un musée, les pilleurs vont vouloir la récupérer pour la revendre, et si un cinéphile l'obtient, il deviendra le cinéphile ultime. Mais quel intérêt d'avoir un tel pouvoir? Pourquoi vouloir la connaissance ultime? Il n'y a plus de saveur. La découverte de nouveaux films, c'est super excitant, non? Mais dans ce cas, pourquoi s'être lancé dans cette quête si c'est pour la détruire? Pour rejoindre l'intrigue d'Avengers Infinity War. Fallait bien une histoire avec au moins une pierre. Ça, c'est vrai, c'est pas faux. Je suis pas le scénariste de cette émission pour rien. Où est-ce qu'on va alors? Pour l'instant, cap sur Aura. Nous avons des amis à voir. Avengers Infinity War est donc le 18e film Marvel Studios et sonnera le 25 avril prochain comme une sorte de conclusion après 10 années passées en compagnie d'Iron Man, Captain America, Thor, Hulk et tous les autres super-héros mis en scène jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi je parle de conclusion? Eh bien parce que les Avengers ne sont pas éternels et la présence de Thanos au casting du film s'inscrit dans une logique de renouveau.
Depuis la création des Avengers en 2012, Marvel Studios tease en effet l'arrivée sur Terre d'un des ennemis les plus puissants du groupe de super-héros dans les comics, Thanos. Vu dans les postes génériques d'Avengers 1 et 2, puis dans les Gardiens de la Galaxie volume 1, Thanos sera, pour certains, la dernière menace qu'ils affronteront. Très peu de chances que des super-héros meurent dans cet opus, mais quelques-uns devraient tomber ou arrêter la lutte l'année suivante dans Avengers 4, où Thanos sera également présent. 2 films qui changeront la face du Marvel Cinematic Universe puisque certains acteurs comme Robert Downey Jr., Chris Evans ou Chris Hemsworth seront en fin de contrat. Une nouvelle génération émergera alors de ces 2 volets composés de Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther, Captain Marvel, Ant-Man and the Wasp, le Soldat de l'Hiver, le Faucon, la Vision, la Sorcière Rouge et les Gardiens de la Galaxie, même si le 3e opus de ce dernier se conclura également sur une nouvelle équipe avec de nouveaux membres. Mais tout ça, nous en reparlerons dans quelques instants lors d'un débat avec nos invités. Avengers Infinity War verra donc nos héros affronter Thanos, mais quel est l'objectif de ce dernier ? Eh bien, récupérer 6 gemmes qu'on appelle pierres d'infinité, possédant un pouvoir immense. En effet, l'être les détenant deviendrait alors omniscient et omnipotent, capable de refaçonner l'univers à sa manière, en contrôlant l'espace et le temps. Une quête qui va s'inspirer de la saga comics de l'Infini, débutée dans les années 90 avec le Gant de l'Infini, scénarisé par Jim Starlin et illustré par George Pérez, et dans lequel les Avengers devront empêcher la destruction de l'univers. S'en suivra 2 suites très moyennes, la guerre de l'Infini et la croisade de l'Infini. Avengers Infinity War débutera donc avec des héros divisés. Rappelez-vous, dans Captain America Civil War, 2 camps de héros s'étaient formés suite à un incident qui a poussé le gouvernement à vouloir contrôler l'action des Avengers. Une équipe composée d'Iron Man, Black Widow, La Vision, Spider-Man, Black Panther et War Machine soutenant cette loi, et de l'autre Captain America, Ant-Man, Hawkeye, la Sorcière Rouge et le Soldat de l'Hiver qui souhaitaient continuer à opérer sans un accord d'un quelconque gouvernement. Sous couvert de manipulation et d'intrigues politiques, nos héros se sont alors affrontés, l'équipe de Captain America étant désormais considérée comme fugitif et hors la loi. Et si certains ont changé de camp entre-temps, Avengers Infinity War verra nos héros faire face à cette crise et se rassembler une dernière fois pour vaincre un ennemi commun. Dans cette lutte pour sauver l'univers, ils seront aidés également par Hulk et Thor. Souvenez-vous, dans une des scènes post-génériques du film Thor Ragnarok, le vaisseau de Thanos apparaissait face à celui du dieu du tonnerre où les Asgardiens avaient trouvé refuge suite à la destruction d'Asgard. Infinity War pourrait donc débuter avec l'attaque de Thanos sur le vaisseau asgardien où se trouve Loki qui devrait une nouvelle fois trahir son frère et Thor qui sera recueilli par les Gardiens de la Galaxie un peu plus tard comme on peut le voir dans la bande-annonce. Quant à Hulk, on ne sait pas encore comment ce dernier rejoindra la Terre, mais nous pourrions assister à un affrontement Hulk-Thanos dès les premières minutes du long métrage. Voilà pour le contexte général. L'objectif de Thanos donc, récupérer les 6 pierres de l'infini, une quête dont Gamora va nous rappeler les motivations profondes. Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. S'il s'empare de toutes les pierres d'infinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Les pierres d'infinité. Monsieur, votre ami Alex Marvel nous a fait parvenir un enregistrement. Pile au moment où faut parler des pierres d'infinité. Ce mec a le sens du timing. Chères auditrices et auditeurs, voici donc Alex Marvel de la chaîne YouTube Les Chroniques de Marvel qui nous parle des pierres d'infinité. Alex, c'est à toi. La pierre de l'âme. À l'origine, cette pierre était détenue par Adam Warlock. C'est d'ailleurs la toute première pierre créée en 1972, 12 ans avant la quête de Thanos. Quand même. Ensuite, le joyau est récupéré par l'intermédiaire, un être cosmique, pour finir arraché de son front par Thanos. Elle est la seule à mériter véritablement le nom de joyau de l'âme, car son porteur peut l'utiliser pour atteindre et manipuler la conscience d'une personne pour ses fins personnelles. Et elle est la dernière pierre inconnue dans le MCU, beaucoup de rumeurs circulent sur l'endroit et la personne qui la détient. En passant des yeux de Heimdall à la bague de T'Challa pour finir avec Adam Warlock, seuls les 2 films prévus sur Avengers Infinity War dévoileront l'emplacement du joyau de l'âme. Et je pense que ce n'est pas anodin que ce soit celle-ci qui ne soit pas encore dévoilée, car cette gemme est la plus importante des 6.
Donc ça ne m'étonne plus qu'elle soit aussi mystérieuse dans le MCU quand on connaît son importance dans les comics. La pierre du pouvoir. La seconde gemme que je vous présente est celle du pouvoir. L'origine créée en 1977, avec la prochaine gemme dans le Marvel Team Up numéro 55, son premier détenteur était l'étranger, qui affronte dans cette histoire Adam Warlock et Spider-Man. Ensuite, elle appartient au champion, avant d'être récupérée par Thanos. Le champion est un colosse extraterrestre, aussi bête que fort. Et encore plus fort avec un joyau de l'infini, surtout ce joyau-ci, car il renforce le pouvoir des autres quand ils sont à sa portée. Thanos l'obtient par la ruse, comme toutes les autres d'ailleurs, car même si le titan est puissant, il lui faut aussi se servir de sa tête. Dans le MCU, cette pierre fait envie à beaucoup de personnes, car c'est celle que nous retrouvons dans les Gardiens de la Galaxie volume 1, sous le nom de l'Orbe. La pierre du temps. La troisième que Thanos part chercher est la pierre du temps. C'est le jardinier qui en est le détenteur, depuis sa création dans le Marvel Team Up numéro 55. Il est également un des doyens qui se sont partagés les joyaux à une époque. Elle lui permet, comme son nom l'indique, de modifier le temps, d'accélérer ou de ralentir les choses, de régresser ou d'accélérer l'âge d'une personne, et donne le pouvoir de se déplacer dans le temps. Dans le MCU, ce joyau est le collier du Docteur Strange. La pierre de l'espace. Le quatrième joyau à vous présenter est celui de l'espace, et les trois derniers joyaux que j'ai à vous présenter ont été dévoilés dans le Avengers Annual numéro 7 de 1977, par Thanos en personne. 13 ans avant de tout connaître sur les joyaux, il était déjà très intéressé par ces derniers. Mais durant la quête de Thanos, le joyau de l'espace appartenait au coureur. Ce dernier pensait qu'il pouvait courir plus vite avec ce joyau, mais sans s'en rendre compte, il ne courait pas, il se déplaçait dans l'espace. Elle donne la possibilité de se téléporter soi-même ou de téléporter d'autres êtres vivants ainsi que des objets. Dans le MCU, c'est bien la gemme enfermée dans le Tesseract, détenue par Crâne Rouge et récupérée par Loki dans Avengers, pour ouvrir une brèche dans notre monde afin de faire rentrer les Chitauri. Enfin bon, vous avez tous vu Avengers. La pierre de la réalité. La cinquième pierre est la gemme de la réalité. Elle est une des pièces rares dans la vitrine du collectionneur. Thanos réussit à l'échanger avec quelque chose d'encore plus rare que le collectionneur s'empresse de vouloir posséder. Cette puissante gemme permet de matérialiser ses pensées et d'abolir les lois physiques et naturelles pour son détenteur et tout ce qu'il souhaite autour de lui. Il faut être doué d'une grande capacité intellectuelle ainsi que d'une grande imagination afin de pouvoir la manipuler. Ce joyau est l'éther dans Thor, le monde des ténèbres. Malgré une mauvaise exploitation de cette pierre dans le film, c'est tout de même ce deuxième film, Thor, qui lève le voile sur les joyaux de l'infini dans sa scène post-générique. Rien que pour ça, on peut aimer ce film. Bon, après, c'est peut-être pas suffisant. La pierre de l'esprit. Et le dernier joyau à couronner le gant de l'infini est celui de l'esprit. Il est détenu par le Grand Maître, un personnage que vous avez pu découvrir dans Thor Ragnarok, si vous ne l'aviez pas déjà vu dans nos comics. Thanos utilisera encore une fois la ruse sur ce doyen. Accompagné des 5 joyaux déjà en sa possession, le challenge peut s'avérer simple. Cette pierre permet de scruter n'importe quel esprit. Elle dévoile les consciences, les pensées et les rêves des gens. Elle peut les modifier et les adapter à sa guise. Chez Marvel Studios, cette gemme était dans le sceptre de Loki, prêté par Thanos afin d'envahir la Terre, et il a notamment contrôlé Hawkeye et le docteur Selvig avec. Ensuite, c'est Ultron qui la récupère pour la mettre sur Vision, et c'est toujours le cas pour l'instant. Le débat Avengers Infinity War peut-il réellement changer le Marvel Cinematic Universe pour les prochaines années? Planète Aura, dans une petite taverne de la ville d'Arouya. Vos invités sont déjà arrivés, monsieur. C'est marrant de voir à quel point les gens peuvent être ponctuels. La politesse n'a jamais été votre fort. Pas faux. Allez, j'y vais. La politesse ne rime pas toujours avec patience et ça serait bête de faire louper un beau débat à nos auditeurs. Eh bien messieurs, bonjour et merci d'être venus pour enregistrer ce débat. Je vous propose de commencer sans plus tarder, mais avant, peut-être vous présenter à nos auditeurs. Matt, tu veux commencer ? Bonjour et merci pour l'invitation, Captain. Je suis Matt, un beau jeune homme en devenir, possédant une coupe de cheveux tout à fait remarquable, adepte de comics et tout. Je pense qu'il est important de dire aux gens que c'est toi qui as écrit ce texte. Hein. Beau jeune homme en devenir ? Je vais avoir 40 ans. Bah désolé Matt, mais tu ne les fais absolument pas. Chris ?
Alors je suis Chris, depuis bientôt 5 ans je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Comics Raise, sur laquelle je parle de comics, c'est très original, et notamment parfois de leur rapport à la société, et contrairement à Matt, je suis un mec plutôt sympa avec une coupe de cheveux presque normale. Ah mon Francky, allez, je te laisse te présenter. Franck, rédacteur en chef du site internet unificationfrance.com. Contrairement à mes 2 camarades assis à mes côtés, je n'ai pas un poil sur le caillou. Ils se sont tous téléportés plus bas. Et en plus, je suis homo fan de Star Trek. Si, hein, les deux vont très bien ensemble. Un petit coup de popper si on passe en vitesse de distorsion en moins de 10 secondes. Je sors avec un homme charmant et d'ailleurs phénomène d'autoclonage. Lui aussi possède un crâne lisse et brillant. Facile de nous retrouver dans une foule. Nos crânes vous éblouissent et vous attirent automatiquement vers nous. Ah ok, je vois qu'il y a du lourd niveau casting ici. Hein. Ok, stop, on va commencer le débat si vous voulez bien. Ça promet, monsieur. Avengers Infinity War peut-il réellement changer le Marvel Cinematic Universe pour les prochaines années? Matt, ton avis sur la question? Bon, à mon avis, Infinity War doit changer l'univers cinématographique Marvel. Ça fait 10 ans qu'on se tape des origines de super-héros, que c'est tous des mecs, qui sont tous américains, qui sont tous blancs. Bon, d'un point de vue purement narratif, je pense qu'il est temps que les films fassent comme les BD et affichent un peu de diversité. Ça commence avec des jeunes, comme Spider-Man, avec des Africains, comme Black Panther, avec des femmes, comme Captain Marvel, qui va sortir bientôt. La recette existe, on peut tout faire avec, donc peut-être qu'on n'est plus obligé d'afficher uniquement des quadragénaires blancs américains masculins. L'autre point important, c'est l'âge des acteurs. D'un point de vue purement contractuel et structurel, Infinity War doit changer le Marvel Cinematic Universe parce que les acteurs qui incarnent Captain America, Iron Man ou Nick Fury sont dans les personnages depuis 10 ans. Ils ont servi de socle à l'univers, c'est vrai, mais là ils sont en fin de contrat. Marvel doit trouver un plan de secours parce que si jamais les acteurs ne veulent pas rempiler, il faut qu'ils puissent mettre en place de nouveaux personnages et qu'ils soient pas pris au dépourvu. Chris, tu es plus mesuré sur la question, toi. Alors je pense qu'il faut évaluer cette question sur 2 points distincts. D'un côté, il y a l'aspect purement production du MCU, un système bien rodé, rythmé, avec des sorties régulières et des films calibrés pour toucher un maximum de public. Avengers Infinity War, ça s'inscrit pleinement dans cette démarche, c'est comme une sorte d'apogée d'un univers étendu développé au cinéma depuis 10 ans. Sur ce point, j'ai du mal à croire que le film va changer quoi que ce soit, Marvel n'a aucun intérêt à bouleverser sa façon de faire des films ou de changer une formule gagnante en gros. Par contre, je ne doute pas que le film va bouleverser le MCU tel qu'on le connaît aujourd'hui. On sait que le contrat de certains acteurs se termine et qu'ils ne reviendront pas au cinéma, ce qui laisse planer le doute sur l'éventuelle disparition de certains héros du MCU dans Infinity War. Il y a donc de fortes chances que certains personnages meurent, et ça pourrait être un véritable bouleversement pour les fans qui suivent le MCU depuis plusieurs années. Au final, c'est autant un besoin motivé par le fait que les acteurs vieillissent, contrairement aux héros de comics, qu'un super coup de com', parce que si les lecteurs de comics sont habitués au reboot et au relaunch, tuer un personnage comme Captain America, au hasard, au cinéma, ça va forcément marquer le public. Donc je sais pas si Infinity War va vraiment changer le futur du MCU, mais si Marvel Studios va jusqu'au bout de la démarche, il pourrait bien rester gravé dans l'esprit des fans pour les années à venir quand même. Franck, le mot de la fin? Alors on va être clair. Une trentaine de héros à payer. Certains en fin de contrat. Ça coûte cher. Très cher. Le slip en or massif de Picsou a dû être vendu par Disney pour produire le film. Et je ne parle même pas du soutien-gorge de Diamant Mini pour payer Avengers 4. Avec le budget des 2 films, on pourrait renflouer la dette de la SNCF. Il est temps d'en faire passer pas mal de vie à trépas si on veut que le MCU reparte d'un bon pied pour 10 années supplémentaires. Dans le même temps, la souris a bien vu le vivier incroyable de personnages que possède Marvel. Et le truc qui rend ivre de jalousie les autres studios, c'est que même des héros de seconde zone peuvent donner des succès incroyables au box-office. Qui pouvait prévoir à l'époque que les Gardiens de la Galaxie allaient devenir ce phénomène? Et ce résultat au-delà du milliard pour Black Panther? Bref, faut faire de la place pour les petits nouveaux, particulièrement si Marvel récupère le X-Men Universe. Avengers Infinity War va faire office de grande lessiveuse reset button pour mettre en orbite le nouvel étage du MCU. Après, je ne pense pas que ça va changer grand-chose sur la forme. Kevin Feige et son équipe ont trouvé le bon dosage entre drame et comédie, une recette gagnante à chaque film. Les personnages vont peut-être changer, mais la cohérence du MCU fait que cela se fera dans la continuité. Planète Terre, dans une petite maison abandonnée de la Creuse, amis creusois que nous embrassons d'ailleurs. Vous êtes sûr d'avoir pris votre décision, monsieur? Oui, silence, il arrive. Merlin! Oh, chanteur! Enchanté! Ouh, vous n'avez pas l'air de péter la forme. Vous êtes sûr que ça va?
Bien sûr, jeune homme, juste un peu d'arthrose. Mais quand vous avez plus de 700 ans, c'est normal, non? En tout cas, vous êtes la meilleure voix de doublage de Merlin que j'ai jamais entendue. Merci, capitaine. C'était pas un compliment. Ah? Bon, voici la pierre de la connaissance cinématographique. Ah bah, c'était rapide. Nous, les magiciens, nous aimons le travail. Vite fait, bien fait. Bon, eh ben, on va se boire une binouse. Et c'est ainsi que cette émission spéciale Avengers Infinity War se termine. Et blablabla, je laisse le soin au grand capitaine Cinemax de terminer son émission, vu qu'il n'écoute que lui-même. Puis, en plus, je ne suis pas payé, donc je ne vois pas pourquoi je me casserai la nénette à faire une belle conclusion, n'est-ce pas ? Et bien voilà, l'émission spéciale Avengers Infinity War est terminée. Je tiens à remercier Emmanuel Ecal, la mission locale de Rochefort et tous les partenaires d'ONR Radio sans qui l'émission Cinémax n'existerait pas. Je remercie également tous ceux qui ont participé vocalement et à la conception technique de cette émission spéciale qui aura nécessité 2 semaines de travail. Emmanuel, Victor, Mathieu, merci beaucoup. Un grand merci également à Alex Marvel qui ne pouvait pas participer directement à l'émission, mais qui a eu la gentillesse de nous permettre d'utiliser des extraits de son émission sur les pierres d'infinité que vous pouvez retrouver en intégralité sur sa chaîne YouTube, Les Chroniques de Marvel. Merci aussi à Chris de la chaîne YouTube Comics Race, à Matt, rédacteur en chef de Comics Mag, et Franck, rédacteur en chef du site Unification France. Vous avez assuré les gars. Enfin, je tenais à remercier tout particulièrement le comédien David Kruger qui double la voix de l'acteur Chris Pratt, interprète de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie et Avengers Infinity War. Merci à toi David d'avoir pris le temps d'enregistrer tes répliques sur ton temps libre. Cette rencontre entre 2 pirates de l'espace restera à coup sûr dans les annales de l'épopée Cinémax. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle émission Cinémax le jeudi 10 mai après une petite pause bien méritée donc. Prenez soin de vous et à très vite sur ONR Radio.